Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Elias Workshop, votre chaîne dédiée aux techniques de modélisme et au do-it-yourself. Aujourd'hui, nous allons aborder le vaste sujet des aérographes, et plus spécifiquement celui des aérographes cheap. Donc cette vidéo ne sera pas un tuto d'utilisation, mais plutôt un guide complet que je veux le plus exhaustif possible, et qui aura pour but avant tout de démystifier la pratique, et de remettre en question pas mal de présupposés. Il y aura également un volet technique où je vous donnerai mes astuces pour fiabiliser et tirer le meilleur parti de ces aérographes qu'on peut trouver à bas coût sur des sites tels que eBay ou AliExpress. Ce guide s'adresse avant tout aux débutants, à ceux qui sont un peu dans l'indécision, qui voudraient sauter le pas mais qui hésitent à investir. Également à ceux qui ont tiré une grande frustration à cause de mauvais conseils ou de mauvaises indications. Et puis pour ceux qui pratiquent de façon plus régulière, ça sera toujours bon d'avoir quelques petites astuces sur ces outils qui sont, ma foi, bien pratiques. Alors, je n'ai pas fait de plan à l'avance pour la vidéo, mais je mettrai en place un chapitrage pertinent pour que vous puissiez retrouver efficacement les infos qui vous intéressent. En revanche, comme je le disais à l'instant, cette vidéo ne sera pas un tuto. Je pars du principe que vous savez à quoi sert un aérographe, ce que vous pouvez faire avec, ce que vous ne pouvez pas faire avec. Ce que je veux faire plutôt, c'est vous partager mon expérience et la stratégie que moi j'ai employée pour me lancer dans la pratique, euh, pour vous permettre d'éviter les écueils et puis les frustrations les plus immédiates liées à ces outils. Donc la première grande question, c'est pourquoi choisir un aérographe cheap et pas un aérographe de meilleure qualité en premier lieu? Eh bien, pour moi, la première raison, ça va être les scrupules à vraiment rentrer dans la pratique. Une grande erreur de débutant que j'ai faite, et que peut-être certains d'entre vous ont fait aussi, c'est de me dire je vais m'acheter un super aérographe de bonne qualité, comme ça je ne peux partir que vainqueur avec ça, ça sera beaucoup plus fiable, beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile à l'utilisation. Et ça, c'est une grande erreur, je pense, selon moi. Après, certains sans doute me contrediront. Les gens qui sont peut-être bien entourés, qui ont déjà un professeur ou un mentor, évidemment, ceux-là partent mieux. Mais quand vous êtes un débutant total et que vous voulez absolument mettre la main sur un de ces trucs, euh, vous réfléchissez pas toujours comme il faut. Donc voilà, donc le premier point, donc les scrupules à vraiment rentrer dans la pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez un aérographe de bonne qualité, il se peut que vous ayez des scrupules à vraiment vous l'approprier. C'est-à-dire, la première chose que vous allez faire, c'est vouloir l'utiliser, évidemment, mais pour ce qui est de son entretien, ça va être une autre paire de manches. Vous allez peut-être avoir plus de mal ou avoir moins envie de commencer à le démonter, à l'examiner pièce par pièce. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre avec un aérographe qui vous aura coûté une fraction du prix d'un aérographe beaucoup, beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est important, l'entretien, le démontage, il faut savoir qu'un aérographe, c'est quelque chose que si vous en avez une pratique assez régulière, vous allez le démonter souvent. Voilà. La deuxième, alors je vais faire une petite parenthèse historique pour étayer le point suivant. Il faut savoir que la technologie des aérographes existe depuis maintenant plus d'un siècle, même
presque, hein, je dis un siècle et demi. Les premiers brevets ont été établis dans les 2 dernières décennies du 19e siècle. Donc ce sont des outils qui ont bénéficié d'un raffinement technologique sur plus d'1 siècle. Et ils ont trouvé leur forme la plus aboutie il y a de cela quelques décennies. Comme vous pouvez le voir sur ce modèle, par exemple, qui est une copie conforme, mais vraiment presque une contrefaçon du modèle CMC2, donc Custom Micron C2 de la marque Iwata. Je vais vous mettre une image en insert, hein, vous verrez que c'est une copie quasi parfaite, jusqu'à la buse, hein, et même les composants à l'intérieur. Alors, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà des considérations telles que le choix des matériaux, les niveaux de tolérance ou les niveaux de finition, voire même le contrôle qualité que vous pourriez avoir sur une marque prestigieuse, vous bénéficiez tout de même d'un facteur de forme qui est l'aboutissement de plus d'1 siècle de raffinement technologique. C'est à prendre en considération. Vous ne partez pas forcément perdant en adoptant un aérographe cheap. D'ailleurs, plus tard dans la vidéo, quand on en sera au volet pratique, je vais vous donner toutes les astuces et on va même faire en sorte de pallier à tous ces manques que je viens de lister en fait. Je vais vous permettre de vraiment finir le travail et de pouvoir tirer le meilleur parti de ces aérographes. Enfin, la troisième raison qui justifie selon moi le fait de choisir un aérographe cheap au lieu d'un aérographe de meilleure qualité, bon, plus cher, ce sont les économies substantielles que vous allez pouvoir réaliser et qui vous permettront de vous constituer tout le matériel secondaire qui est vraiment 50% de votre pratique et de votre pratique plaisante, c'est-à-dire en évitant un maximum les frustrations. Ça commence par ceci, un compresseur, un bon compresseur. Alors, un bon compresseur, tout est relatif, hein. Celui-ci, ça reste un compresseur de qualité, somme toute, assez médiocre, mais quand même d'une assez bonne fiabilité, puisque je le possède depuis 10 ans et j'ai jamais eu de problème avec. C'est un compresseur à cuve. C'est ce que je vous conseille vraiment de choisir en premier lieu. Ne prenez pas un compresseur sans cuve, donc un simple moteur qui envoie de l'air. Vous allez avoir pas mal de frustration avec ce genre d'objet. La première étant le fait qu'un compresseur en flux continu comme ça ne s'arrête jamais. Vous le mettez en marche et le moteur pompe de l'air et vous l'envoie vers votre aéro et sans jamais s'arrêter. Ce qui fait que d'une part vous avez la nuisance sonore, mais en plus il y a un autre phénomène qui va se produire éventuellement, c'est le moteur va chauffer, et ça va créer de la condensation et ça va envoyer, si vous n'avez pas de piège à humidité sur votre manomètre, enfin votre régulateur de pression, vous allez envoyer des micro-gouttelettes d'eau dans votre conduit d'air et ça va perturber grandement votre pratique. Donc, avoir une cuve, c'est quand même un avantage en plus, hein. Déjà, le moteur va fonctionner en alternance. Il va remplir la cuve, compresser l'air, et le moteur va s'arrêter. Il va refroidir, et donc vous aurez moins de problèmes de condensation. Ensuite,
il est bon de pouvoir avoir un déversoir et qui peut faire office de repose, aérographe. Hein. Voilà. C'est pratique pour si vous avez trop rempli votre godet, vous pouvez déverser là-dedans sans polluer toute votre baraque ou votre atelier. Vous pourrez également, grâce à ces économies substantielles, vous acheter du matériel de rechange. Donc par exemple des joints de rechange, très pratique, puisque évidemment hein, tout est soumis à l'entropie, hein, que ce soit votre aérographe cheap ou votre aérographe Harder and Steinbeck Infinity Chrome Plus gna gna gna. Au bout d'un moment, les joints, ils vont lâcher. Hein, c'est pas indestructible. Loin de là, même. Donc, c'est toujours bien. Ça fait partie de la stratégie hein, d'acheter des jeux de joints de rechange. Ça coûte vraiment une misère. Hein. C'est très facile à trouver. Et vous avez toutes les tailles. Vous pouvez refaire l'intérieur de votre aérographe à moindre coût. Évidemment des aiguilles de rechange, des buses. Un petit outil d'entretien que je trouve indispensable, qui est en général vendu en kit hein, avec les déversoirs ou les aiguilles ou certains aérographes. Vous avez ce petit outil là qui vous permet de curer la buse en profondeur. Très pratique, c'est une espèce d'aiguille tronquée en demi-cône et ça vous permet de gratter l'intérieur de votre buse. Très très pratique et voilà. On va continuer sur l'entretien et un objet moi qui a changé ma vie hein, c'est le bac à ultrasons. Alors ça c'est vraiment, si je puis dire, la mayonnaise. C'est vraiment un outil qui va vraiment vous enlever cette contrainte du nettoyage en profondeur de votre aérographe. Pareil, une grande idée reçue qui concerne le nettoyage et les produits d'entretien de ces aérographes-là. Il y a pas mal de pratiquants qui ont des scrupules à mettre des détergents un peu trop agressifs. Moi, j'utilise de l'alcool, alcool ménager, 95 degrés. Je n'ai jamais eu aucun problème avec mes aérographes depuis que j'utilise ça. Donc, je remplis mon bac avec ça. Je démonte l'aérographe en partie. Donc, toute la partie qui est régulation, je la nettoie pas puisqu'elle est jamais vraiment exposée à la peinture. Mais toute la moitié à l'avant, elle, je la démonte et elle finit dans le bac. Hein. Évidemment, je ne mets pas les valves, ni la vis de réglage qui est ici, mais ni les boutons, mais l'aiguille, les joints, le godet, le corps, la buse, tout ça, boum, ça part au bac à ultrasons. Pendant je mets 2 ou 3 cycles et l'aérographe ressort comme neuf. C'est vraiment un outil dont je ne peux plus me passer maintenant. Avant, j'utilisais ce genre de choses. Alors, des goupillons. Alors ça, je vous déconseille vivement d'utiliser ça, hein, si vous ne voulez pas ruiner l'intérieur de votre aérographe. C'est vraiment de la merde. On s'en débarrasse. Et nous voici rendus à l'étape cruciale, donc la fiabilisation de ces aérographes cheap. Vous allez voir, c'est pas compliqué, il n'y a pas tant d'étapes que ça. Ça va être assez vite expédié. Mais les résultats seront là, ça je peux vous le garantir. Donc j'ai déjà démonté la copie de l'Iwata. Je vais démonter celui-ci.
j'accélérerai le rythme de la vidéo. Alors là, pareil, regardez, mon Dieu, quel sacrilège, il enlève l'aiguille par l'arrière, j'ai déjà entendu ça, hein. C'est pas un problème. Si vous en êtes rendu à enlever votre aiguille pendant que vous êtes en train d'utiliser votre aérographe, c'est que soit vous allez vous apprêter à le nettoyer, soit vous avez un gros problème. Hop, on va enlever ça. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour l'instant? Non, je ne pense pas. Je vais enlever les embouts. Hop. Ah, les joints de merde. C'est vraiment... Ouais, je crois que ouais, voilà, vous voyez, je viens de ruiner un joint. Ça arrive, j'ai trop serré. C'est pas très grave, hein, parce que vous allez voir qu'on va s'en débarrasser en fait de celui-là. Là, vous voyez la petite buse, toujours type Iwata, hein, pareil que celui-là. Pareil que cet aérographe-là. Bon, là, vous ne voyez rien en fait. Depuis tout à l'heure, je fais ça à distance. Alors, fais le point. Merci. Vous voyez, les valves sont identiques. Là, sur la copie du CMC2, vous voyez que le joint est un peu spécial. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais enlever ce petit joint là. Donc je peux le faire à la main normalement. Alors avec ça, c'est un peu brutal, mais surtout que ces joints sont extrêmement fragiles. Enfin, ces bus sont extrêmement fragiles. Les pas de vis peuvent se détériorer en rien de temps. Et voilà, je l'ai perdu. Non, elle est là. Les aléas du direct. Voilà, donc vous voyez cette buse avec le petit joint. Et ben le petit joint là, je vais l'enlever. Je vais même m'en débarrasser. Voilà. Mission accomplie. Vous voyez, je me suis débarrassé de ce petit joint merdique. Ça, c'est fini, j'en veux plus. Donc, maintenant que l'aérographe est démonté, on va mettre ça ici, ça là, correspond à celui-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se focaliser sur l'aiguille. L'aiguille, c'est vraiment ça qui va mériter le plus votre attention. Quand c'est fabriqué en Chine, dans des aciers vraiment de très très basse qualité, plein d'aspérité. Et le but, ça va être de polir cette aiguille, de finir le boulot en fait, vous-même, et de polir l'aiguille jusqu'à obtenir quelque chose une bonne finition. Et pour ce faire, moi j'utilise, comme vous pouvez le voir, toute une petite collection d'éponges abrasives, mais vous pouvez utiliser du papier de verre en étant évidemment assez délicat. Hein. Faut pas faire le bourrin, c'est très fragile, ça se tord très très facilement. Bon, que ce soit tordu, c'est une chose. Vous pouvez éventuellement redresser l'aiguille si elle a pris une petite courbure. En revanche, ce qui peut arriver, c'est que la pointe casse. Là c'est fini, il faut en racheter une autre. Après, vous pouvez éventuellement vous amuser à essayer de la repolir pour lui redonner une pointe, mais non. Faites attention quand vous faites ça. Donc, vous polissez avec du papier de verre avec un grain qui augmente progressivement. Et vous pouvez éventuellement finir même avec des pâtes abrasives comme celle-ci ou aussi si vous n'avez pas ça sous la main. Il se trouve que chez vous, vous avez aussi de la pâte à polir. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le dentifrice, c'est de la pâte à polir, bon marché, qui peut vous permettre d'obtenir une finition tout à fait correcte.
Voilà, donc écoutez, est-ce que je vous montre vraiment comment poncer? Euh, vous, vous poncez comme ça, simplement, en opérant une rotation, mais toujours vers la pointe, jamais, jamais dans ce sens-là, toujours comme ça. Et puis vous faites ça consciencieusement, en montant progressivement en grain. Voilà, là j'accélère un peu le truc, je passe au 600. Vous faites tourner l'aiguille en même temps que vous polissez. Vous n'appuyez pas, hein, vous laissez le papier de verre faire son travail. Hop, progressivement, voilà, je vais passer ensuite au 800. Et ainsi de suite jusqu'au 2500. Hein, vous pouvez vous amuser à ça hein, pour obtenir vraiment un fini pratiquement miroir sur votre aiguille. Hop. Gentiment, toujours. En contrôlant bien que votre aiguille n'a pas pris de bend. Tout se passe bien. Voilà. Hein. C'est pas mal. Et puis après, vous commencez avec votre pâte à polir. Celle-là est neuve. Donc, non, elle n'est pas neuve, pas du tout. N'importe quoi. Vous en prenez sur sur votre coton-tige. Zoomer un peu. Hop. Et puis pareil, hein, vous polissez gentiment. Vous ne faites pas d'aller-retour, hein, vous ne prenez pas le risque de piéger l'aiguille dans les fibres du coton. Vous allez toujours vers l'avant de la pointe, c'est tout. Et ça, il va falloir le faire un certain temps. Ça prend du temps, mais vous aurez une finition impeccable. Et là votre aiguille, elle sera parfaite pour votre pratique. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. Vous voyez, mine de rien, ça enlève. Bon, voilà, bref, vous avez compris le principe. Vous nettoyez. Et alors, ce que je fais, quand je compte utiliser de la peinture acrylique à base d'eau, je prends du lubrifiant, du WD-40, donc Water Displacement, et j'enduis la pointe de l'aiguille. Je la badigeonne pas, je la sature pas, hein, je mets juste une petite couche. Mais ça exclusivement quand je sais que je ne vais peindre qu'avec une acrylique à base d'eau. Avec une acrylique à base de solvant, je ne le fais pas parce que j'ai un peu peur que les solvants les solvants justement dissolvent l'huile pénétrante
et que ça finisse dans ma peinture, projeté sur ma pièce, et que ça altère la qualité finale de mon produit. Donc voilà, polissage de l'aiguille, le plus important. Deuxièmement, ce que vous pouvez faire aussi, bon, là, cet aérographe a une architecture vraiment très spéciale. Vous voyez, cette espèce de petit tube là, c'est là-dedans que passe la peinture. Ce que vous pouvez faire, c'est polir l'intérieur du conduit. Alors, et pour ça, il vous faudra un coton-tige vraiment très fin, ou alors un goupillon, mais comme je le disais tout à l'heure, les goupillons avec des fibres, ça passe encore. Vous enduisez de pâte à polir et puis vous polissez l'intérieur du tube. Pareil pour ce conduit-là, pour cet aérographe-là, que vous voyez qui est vraiment différent. Ça, c'est une étape qui a son importance. Vous allez, si vous polissez l'intérieur, vous n'aurez plus vous aurez moins de problèmes de flot de peinture. Ensuite, votre pire ennemi sur ces trucs-là, c'est les fuites d'air. Donc, plus vous avez de pièces amovibles, plus il y a des risques que vous ayez des fuites. Donc, je parlais des joints tout à l'heure. Moi, ce que je fais, c'est que certains joints, je les remplace par de la bande de téflon. Comme par exemple le joint qui se trouvait là à l'origine, qui est en général assez sollicité aussi. On a tendance à trop serrer cette partie de l'aérographe, et le joint se détériore. Moi, je préfère remplacer ce joint par de la bande téflon. C'est tout aussi efficace, voire peut-être même plus. Ça scelle vraiment le filetage, et ça fait vraiment bien le boulot. Sur cette partie-là, mais également sur celle-là. Bon, là, vous voyez, là, il y a un joint. Mais vous pouvez mettre de la bande de téflon aussi, ça fonctionne. En plus. Hein. Quoi d'autre Où en étais-je? La buse. Voilà. La buse, c'est comme je le disais tout à l'heure aussi, le joint qui est autour de votre petite buse va prendre très très cher, quelle que soit la peinture que vous utilisez. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je me débarrasse du caoutchouc et j'opte pour la cire d'abeille. Voilà. Donc là, c'est un peu cher. Hein. 30 balles. Je sais pas, il y a 500 grammes là. Peut-être un peu moins. Non, 250 grammes, n'importe quoi. Ce qu'il faut vous dire, c'est que je réalise donc le joint de ma buse avec de la cire d'abeille. C'est un investissement de départ, hein, comme vous pouvez le voir, mais avec cette quantité, j'en ai j'aurais pas assez d'une vie pour arriver au bout de ce pain de cire. Je prends un petit bout, vraiment, et et là même c'est encore trop. Je le chauffe un peu sous mes doigts pour le rendre un peu malléable. On va rezoomer. Hop. J'espère que on verra bien. Voilà. Je vais même couper un morceau. J'en fais un petit boudin. Merde. C'est pas grave. Voilà. Et je vais le déposer autour de
autour du filetage, près du bord de la buse. Pas très grave si ça fait pas le tour, parce que vous allez voir, on va chauffer après, et ça va couler tout seul hein, jusqu'au bord. Est-ce qu'on voit... Hop. Voilà. Donc, je visse. Évidemment, je vais pas y arriver. Voilà. Et je vais écraser. Je vais aller amener la buse jusqu'à la butée. Voilà. Et vous voyez que la cire fait le pourtour. Il y a un autre boudin qui s'est créé. Et là, je prends mon briquet. Dézoome un peu. Est-ce qu'on voit ? Et je vais chauffer gentiment ma cire. Et voilà le résultat. Et là, bon, je vais prendre celle-là comme exemple puisque je l'ai quand même, j'ai été plus appliqué. Là, le résultat est nickel. La cire est bien sur tout le tour de la buse et fait un joint vraiment parfait. Voilà. Donc c'est un joint biodégradable. Hein. Évidemment, il va peut-être durer moins longtemps qu'un joint en caoutchouc. Mais vous pouvez le refaire à volonté et il perdra pas son efficacité. C'est tout, ce sont les 3 étapes, donc polissage de l'aiguille et du conduit, téflonnage des parties filetées, et nouveau joint de buse en cire d'abeille. C'est mes trois conseils pour vraiment augmenter la qualité, la fiabilité de ces aérographes cheap. Je vais tout de suite passer à la pratique. Hein. Une fois que j'aurai remonté, on va passer à l'extracteur d'air et je vais pulvériser quelques pièces pour que vous voyez comment ça fonctionne. Petit oubli de ma part, le téflonnage des filetages. Voilà, là ça c'est l'embout que j'ai démonté tout à l'heure. Il y avait le joint que j'ai détruit en dévissant. Voilà, je vais vous montrer. C'est très simple. Vous prenez de la bande téflon que vous trouvez chez Bricotruc pour une bouchée de pain. Hein, et je vais couper un morceau. Hop.
Tac. Je vais la déployer. Et simplement, je prends mon embout. Alors, je vais zoomer un peu. Voilà. Et c'est tout bête, hein. Je vais entourer le filetage. Alors, c'est pas grave s'il y a du surplus tout autour. Puisque de toute façon, on va s'en débarrasser en découpant. Hop, je serre bien. Voilà. Tac. Et avec mon ongle, je vais appuyer sur le bord du filetage pour découper le surplus. Ça n'a pas besoin d'être d'une propreté exemplaire. Simplement, il faut que le téflon soit bien placé jusqu'à la butée en fait. Hop. On peut même éventuellement aider avec un scalpel. Hop. Voilà, bon, c'est pas super propre, mais vous avez compris le principe, hein. C'est ça avant tout qui est important. Et une fois que c'est bien téflonné, vous revissez. Et là, normalement, c'est nickel, hein. Vous n'aurez plus de fuite. Ça fera office de joint tout à fait correct. Voilà, je mettrai ça en insert. Nous voici devant la cabine de pulvérisation. Donc dans cette partie, je vais mettre à l'épreuve toutes les modifications que je vous ai préconisées dans la partie précédente. Et on va faire toute une batterie de tests grâce à cet aéro aussi que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc celui-là, mis à part les modifications évidemment que j'ai effectuées dessus, il n'y a qu'une seule pièce custom, c'est cet embout. Cet embout qui est donc une copie de celui qu'on peut trouver sur l'Infinity de Harder & Steinbeck, ainsi que sur certains Badger. Cet embout est assez pratique, il a deux avantages. Le premier étant que par sa forme, vous pouvez facilement le pincer pour faire circuler l'air dans votre godet et effectuer un dernier mélange avant de passer au travail. Mais surtout, il est ouvert, et donc l'aiguille est accessible. Alors, les aérographistes chevronnés, eux, bon, en général, ils n'utilisent pas l'embout. Ils travaillent, ça leur permet de faire des traits plus fins. Voilà. Moi, je préfère garder un embout comme je suis maladroit. Parfois, ça m'arrive. Il arrive que l'aérographe m'échappe des mains et j'ai pas envie de péter l'aiguille que j'ai polie pendant pas mal de temps sur lequel je me suis appliqué. Bref, l'avantage que cet embout offre, évidemment, c'est que l'aiguille reste quand même accessible, malgré tout. Et ça sera la première astuce. Ça va vous permettre de contrecarrer un effet qui va vous arriver de façon assez fréquente,
qui est la pointe sèche. Donc en anglais, dry tip. C'est un phénomène qui survient à cause de plusieurs facteurs. Ça peut être le taux de dilution de votre peinture, la pression que vous utilisez, les manipulations de votre gâchette. Ce sont plusieurs facteurs qui peuvent entraîner ce phénomène. Ça va vraiment être votre némésis. Hein. Ça compromet votre session de travail, mais vous pouvez la contrecarrer assez facilement. Pour ça, vous vous organisez. Vous prenez une petite coupelle, hop, avec votre diluant favori. Vous faites une petite réserve quand vous faites votre session de travail. Vous prenez un coton-tige que vous imbibez, et puis quand vous voyez que votre aérographe commence à donner des signes de faiblesse, que le débit est plus ce qu'il était, vous prenez votre coton-tige et puis délicatement vous nettoyez votre pointe. Hop. Alors, vous faites passer un peu d'air aussi, et puis vous nettoyez. Voilà. Et ça va dégager, ça va désobstruer votre buse et vous pourrez continuer de travailler tranquillement. Voilà. Donc, petit challenge en plus, l'aérographe n'est pas propre, hein. Je l'ai déjà utilisé. Donc l'aiguille est un peu sale, l'intérieur du godet aussi, il y a quelques résidus de peinture. C'est pas très grave, ça fera un challenge en plus pour le crash test. On va donc faire cette batterie de test en premier lieu sur une feuille de papier. On va faire des petits exercices, des lignes, des points. On va voir le travail en précision, le travail de recouvrement. Et ça me permettra de vous expliquer les manipulations qu'il vaut mieux éviter pour vous retrouver avec des petits problèmes pendant votre session. Ensuite, on passera à des travaux plus spécifiques. Donc j'ai 3 pièces que je vais vous présenter tout de suite. Celle-là en premier, donc une petite conversion qui est déjà sous-couchée. J'ai poncé un petit peu la sous-couche puisque j'avais des aspérités. Et il se trouve que cette teinte est trop claire et je vais essayer d'assombrir cette teinte en refaisant une couche à l'aéro. Ça sera comme une espèce de deuxième sous-couche, quoi. Voilà. Ensuite, on va passer à un travail plus en précision avec ce marine qui est déjà partiellement commencé. Et je terminerai les fondations d'un NMM. Voilà. Ensuite, et finalement, je vais essayer de créer un OSL sur cette pièce, donc qui est un container Games Workshop. Je vais créer un OSL sur cette applique-là. Et pour corser encore plus l'affaire, pour ces 2 derniers travaux, on va réaliser tous les éclaircissements avec cette saloperie. Donc les hobbyistes qui sont habitués à la gamme Citadel, ils connaissent bien cette peinture. D'ailleurs, peinture entre gros guillemets, hein, puisque peut-on encore parler de peinture? Moi, je préfère appeler ça du plâtre avec du médium. Cette peinture est affreuse et ça va nous compliquer la tâche. Mais ça sera un bon test, un bon challenge en plus pour mettre à l'épreuve mes modifications. Je vais essayer de faire toute cette séquence en un seul plan. Donc pas de coupe discrète, du moins je vais essayer. Pas de triche, hein. Je vais enchaîner les exercices avant de passer à la dernière étape de la vidéo qui me permettra de vous montrer toute la session de nettoyage en profondeur de l'aérographe. Et puis on fera une petite conclusion pour parachever le tout. Voilà, je vais faire une petite pause et puis on va attaquer la session de travail immédiatement après. On est parti. Alors, dans un premier temps, je vais faire un mélange.
Donc, je commence par prendre mon diluant. Voilà, pas beaucoup plus, ça devrait suffire. Auquel j'ajoute l'additif, donc le retardateur, en gros le Airbrush Flow Improver de Vallejo. 2 gouttes, 3 gouttes, hop, ça suffit. Je vais mélanger ça préalablement. Et je vais prendre mon Abaddon Black. Alors, moi, j'ai toutes mes peintures Citadel, je les ai décantées dans ces bouteilles pipettes. Et j'ai rajouté 30% de médium spécial aérographe. Bon, elles peuvent toujours servir au pinceau, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous montrer le médium que j'utilise. Voilà. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tuto spécialement dédié à la décantation des peintures Citadel pour le faire correctement. Voilà, il suffira de me le dire dans les commentaires si ça vous branche. Donc, voilà, mon thinner, mon diluant et mon retardateur sont mélangés. À présent, je vais mettre la peinture. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça devrait suffire, 15 petites gouttes. Après, bon voilà, il n'y a pas de recette magique, c'est à l'expérience. Vous connaissez vos taux de dilution. Bon là, c'est vraiment très très dilué, j'ai mis un peu trop de diluant. Vous étirez la peinture un peu sur les parois de votre coupelle pour, enfin du truc où vous mélangez. Là, c'est clairement trop dilué. Je rajoute un peu de peinture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gouttes en plus. C'est beaucoup mieux. Ça sera encore un peu transparent, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour faire des exercices de précision, de débit. J'en fous partout. Hop! Comme dit tout à l'heure, je vais préparer une petite coupelle juste avec du diluant au cas où je me retrouve avec une pointe sèche, ça peut arriver. Je mets de côté avec le petit coton-tige qui va bien. Voilà, donc, je prends mon aérographe. Je vérifie que ma buse de réglage est bien desserrée. Pas que ma vis plutôt de réglage. Hop, j'ai à peu près cette quantité. C'est un peu beaucoup, mais bon, c'est pas très grave. Bon, on va commencer les tests. Alors la pression, je suis à 24 PSI. C'est un peu puissant, mais bon. On va commencer par les tests de recouvrement. Alors, déjà, on va voir si ça passe bien. La peinture est vraiment très diluée. La pression est un peu puissante. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je dois vous dire là? Oui, alors, la première astuce pour l'action. Si vous voulez pas, je vais volontairement faire une erreur pour vous montrer ce qui arrive. La pression idéale, c'est de d'abord appuyer sur l'air, le débit d'air, ensuite de tirer pour faire venir la peinture. Et ensuite de ramener en avant et ensuite de lâcher l'air. Donc air, peinture, peinture, air. Si vous ne faites pas ça,
par exemple, c'est un truc, ça peut être un réflexe. Hein. Vous appuyez, vous envoyez la peinture et vous lâchez. Quand vous allez réappuyer, il va y avoir un peu de peinture qui va gicler. Et ça, c'est une des causes de la pointe sèche. Donc faites attention avec ça. C'est la première manipulation que vous devez bien intégrer. C'est R, peinture, relâchez la peinture et relâchez l'air. Là, vous voyez, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on va voir ensuite? On va faire des traits. Reposer ça. Hop. On va faire des traits. Donc, on va commencer par très fin avec peu de peinture. Ouais, ma peinture est trop diluée. Hein. Ça bave un peu. Ouais, beaucoup d'air. On va régler ça. Mais on va commencer ces petits exercices tranquillement. Je ramène bien ma gâchette. Alors je vais baisser un peu, je vais affiner un peu ma pression et mon flow. Donc je visse un peu. Attendez, ouais, c'est dans ce sens-là. Je visse. Je resserre un peu la vis. Attendez. Évidemment, les aléas du direct. Je vais prendre une réserve de feuilles. Hop. On est reparti. J'ai encore pas mal de peinture. Il n'y a pas de souci. Bon, ça gicle un peu. Ma peinture est trop diluée. Mais vous voyez, hein, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Je vais encore baisser le flow. Et on va essayer les traits les traits les plus fins possibles. Je vais peut-être devoir baisser la puissance à mon régulateur de pression. Des lettres.
Bon, vous voyez, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Pas encore même pas encore de point de sèche. Bon, c'est vrai que la peinture est très diluée là. On va épaissir ça à la prochaine session. Je vais encore baisser, affiner mon trait. Ah, c'est pas mal. La distance de pulvérisation, ça joue évidemment. Hop, une autre feuille. Le débit, le recouvrement, on va ouvrir un peu les vannes. Boum. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus sérieux pour faire une sous-couche par exemple. Voilà. Bon, je vais vider l'excédent. Il reste quasiment plus rien. Et puis on va passer aux travaux plus spécifiques. Donc je ne coupe pas la vidéo. Entre deux couleurs, je vais juste passer un peu de diluant. Hop. Tac. Là, vous pouvez voir que j'ai une petite fuite là. Écoutez, mon téflonnage n'a pas été parfait. Mais bon, c'est pas dramatique, ça n'empêche pas de bosser pour l'instant. Je réglerai ça après. Hop. Voilà, il faut mettre un peu de diluant entre chaque couleur, puisque si la couleur précédente sèche, ça va faire comme des petits éclats dans votre godet. Et ça va vous emmerder pour la couleur suivante. Donc, deuxième session, on va faire le sous-couchage. Je vais essayer d'accélérer un peu le rythme. Hop. Rebelote. Sinner.
Abaddon Black, 3-4 gouttes. Le reste en Méphiston Red. Ça devrait faire le boulot. Hop. J'ai oublié ça. 1, 2, 3, c'est bon. Je vais rajouter un peu de noir. C'est encore trop clair. C'est pas mal. C'est très bien. Alors, terracotta très sombre. Tirant sur un prune très sombre, on va dire. Hop. Boum. Deuxième coupelle. Je vais prendre une pince et je vais fixer ma figue. Et on va partir sur une sous-couche. Je vais virer ça, je le ramènerai plus tard. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Est-ce que ça va être dans le cadre, cette histoire-là? Putain, trop longue cette... Je vais casser ça. Hop. Voilà. Je teste avant. On va baisser un peu le débit. Hop. Ah, la couleur est parfaite là. Comme c'est un drapé assez complexe, je vais essayer de cibler les creux. J'espère que ça passera bien à la caméra, hein. Et voilà. Alors, est-ce que c'est pas un peu sombre la caméra? Je ne sais pas. Je verrai ça au montage. Voilà, une sous-couche. Et je vais même en profiter pour faire le reste de la pièce. Que voici. Ça ne perdra pas de temps. Surtout, on ne perdra pas de peinture. Vous voyez, hein, j'ai aucun problème de débit.
tout se passe à merveille. Déjà, si vous ne vous cantonnez qu'à des travaux de sous-couchage ou ce genre de choses, hein, il y a vraiment... il n'y a aucun souci. Hein, c'est vraiment fait pour ça. Hein. Ah, ça y est, je suis au bout. Bah, c'est très bien. J'ai juste rempli assez pour faire ma figue. Paf. Hop. Je remets un coup de thinner. Un coup de diluant, pardon. Rebelote. Je patauge un peu là-dedans. Enlever les plus gros morceaux. Et je vide. Et on va enchaîner sur un travail de précision en plus avec la peinture maudite. Hop. Alors je vais prendre un peu de celle-là aussi, Calendar Sky. Et là on va faire un travail vraiment très minutieux. Hein. Je vais baisser la pression de mon compresseur. Je descends en dessous des 20 bars. Enfin, des 20 bars, non, n'importe quoi. En dessous des 20 PSI. Hop. Hop. Voilà, oui, on est bien, on est aux alentours de 15-16 bars. Pour ça, ça devrait être idéal. Basse pression. Ça va être compliqué hein, avec le Ceramite White. Ça va être folklorique. Hop. Ça devrait aller. Encore un peu de retardateur. 1, 3. Hop. Bien mélanger le Ceramite White. Je vais faire une base bien blanche. Et puis je vais la griser et je vais rajouter un peu de bleu.
suffire. Un peu trop de noir. Bon, c'est pas grave. On va voir si ça passe. Ça devrait être pas mal quand même. Hop, et quelques gouttes de Kaleidos Sky. 1, 2, 3. Pour donner une teinte bleutée à mon éclaircissement. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est très bien comme ça. Alors j'en ai fait un peu trop. Je vais pas tout utiliser. Hop là. Ça devrait suffire. On gardera pour le reste tout à l'heure. Alors je vais faire quelques petits tests d'abord sur mes... Alors j'espère que là aussi on va pouvoir voir. Parce que là je vais sniper. Je vais essayer de sniper des endroits stratégiques. La genouillère. J'ai encore trop de pression. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, essayer de zoomer un peu. On va voir où je bosse là. Je sais pas. Jambière. Sabaton. Ah, je suis hors cadre, putain. La cuisse. Le casque. Encore affiné. C'est un peu trop faible là. Deuxième sabaton. Hop, la ceinture. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre là? Pas grand chose. Je pense que c'est pas mal. Vous voyez, je peux encore travailler en précision. Je pourrais faire un autre éclaircissement. Tiens, on va faire un truc de barbare.
je vais balancer du Ceramite White directement dans le godet. Normalement, ça c'est sans pitié. Hein. Allons-y gaiement. Je vais encore baisser la pression. Voilà. C'est pas propre. Oh, je vois rien du tout, c'est galère. Oh! Ah bah voilà. Ce qui devait arriver arriva. J'ai un peu trop appuyé. Et j'ai noyé ma pièce. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, le but c'est de vous montrer que l'aérographe se comporte plutôt bien. La buse est un peu, enfin l'aiguille et la buse sont un peu trop gros. Je crois que c'est du 0,5 il me semble. Donc c'est pas vraiment fait pour du travail vraiment très détaillé. Mais bon, vous voyez, j'ai pas de problème de pointe sèche, bien que on voit, alors je sais pas si on voit bien, mais la pointe commence à être vraiment enduite de Ceramite White. Il n'est pas impossible que ça tourne toujours, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est pas mal. Alors, on va passer à l'OSL. Ouais, c'est pas un souci. Je vais refaire monter un peu la pression. Voilà. Ah, petit truc à faire avant, je vais masquer une partie, la partie supérieure, j'ai pas envie de polluer le reste de la peinture.
Hop. Et bah voilà, ça devrait être bon. Ça devrait suffire. Donc, OSL, on est parti. Est-ce que vous allez le voir? J'espère. Voilà. Hop. Je vais me débarrasser de ça et on va faire le reste en pure céramite white. Parce qu'on est un peu maso. Et je vais même pas mettre de thinner, de diluant entre les deux couches. On va vraiment mettre à dure épreuve l'aéro qui n'a pas faibli une seule fois depuis qu'on a commencé les exercices avec la peinture noire, hein, je le rappelle. Hop. Allez, soyons fous. Je vais mettre une goutte de thinner. Je vais même pas mettre de retardateur, rien à foutre. Je vais balancer encore du céramite white directement dans le godet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gouttes. Hop, on pince. On teste. C'est trop liquide. On remet de la peinture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gouttes. Et c'est bon, on est reparti. Et voilà. Boum. J'ai mon OSL pratiquement fini. Après, je vais peut-être lui rajouter une petite teinte bleue, je sais pas encore, une petite teinte jaune. Pourquoi pas. Avec quoi je pourrais faire ça? Ouais, avec un petit jaune, un jaune pâle, genre... ce que j'ai sous la main. White Scar, non.
Voilà, tiens, on va mettre ça, on va faire avec un peu de Dorn Yellow. On va rajouter une petite teinte à l'OSL par-dessus. Sans nettoyage. 41 minutes déjà, hein. Putain, ça passe vite. Hein. Je vais checker la peinture. Avec Sinner. Allez. Je pourrais repasser avec du blanc après pour accentuer. C'était juste histoire de donner une petite teinte. Mais voilà, on est arrivé au bout sans une seule pointe sèche. C'est pas mal. On a fait des exercices, ensuite quasiment un sous-couchage complet d'une figurine, ensuite des petits travaux de précision sur un Space Marine, et on finit par un OSL avec des re-remplissages de godets sauvages au céramite white. Je pense que quand même j'ai prouvé mon point. Les modifications que j'ai apportées sur mon aérographe sont concluantes. On va pouvoir passer à la dernière étape. Donc toi, tu te la fermes. On va pouvoir passer à la dernière étape bien méritée, c'est le nettoyage. Voilà. Je vais faire un petit plan sur l'intérieur de l'aéro. La pointe est... Ouais, elle est bien enveloppée. Voilà. Ben écoutez, je vais arrêter ce plan séquence et on se retrouve tout de suite pour la conclusion, enfin la session de nettoyage doublée de la conclusion. Nous voici à l'étape du nettoyage. Donc j'ai attendu quelques heures pour que tout sèche bien. L'aérographe, comme vous pouvez le voir, n'a pas été nettoyé. Hein. Il est toujours dans l'état dans lequel je l'ai laissé tout à l'heure. Les aiguilles. Donc on va parler de ceci, le bac à ultrasons. Celui-là, je l'ai chopé sur eBay il y a quelques années. Ça m'a vraiment rien coûté. Hein. Je dirais moins de 30 € avec les frais de port.
En revanche, il faut s'assurer que le bac à ultrasons fonctionne correctement. Donc pour ça, il y a un test qu'on va faire tout de suite. Donc je vais remplir mon bac d'alcool au préalable. Là, je vais en mettre une bonne dose puisque je vais laisser tremper le... Voilà. Il y a 1 centimètre de fond, c'est largement suffisant. Pour faire ce test, je prends un bout de papier d'alu qui est intact. Voilà. Et je vais lancer le cycle. Et vous allez voir ce qui va se passer. J'accélérerai un peu la vidéo. Vous voyez, au bout de quelques secondes, le papier d'alu est endommagé en fait. Les micro-vibrations ont vraiment bouffé l'alu. Donc ça veut dire que le bac à ultrasons est efficace et qu'il nettoiera correctement vos aérographes. Je vais démonter tout ça en direct. Hop, on va placer l'embout en premier. Je placerai pas donc tout ce qui est régulation. Cette partie-là, je vais quand même mettre l'aiguille, évidemment, que j'enlève par l'arrière. Hop, dans le bac, je vais dévisser ça. On enlève le bouton de contrôle. Plus. Voilà, cette pièce-là, qui ne va pas partir au bac non plus. Je vais prendre ma pince et enlever les valves et la buse de réglage. Hop. Tac. Je vais enlever ça aussi, puisque je dois avoir accès à la buse. Et bon, cette fois, je vais pas y aller comme un barbare. Et je vais refaire un zoom. Est-ce que ça va être bien visible? Vous voyez mon joint en cire qui n'a pas bougé. Et ma buse, donc je vais la retirer avec l'outil dédié, ces espèces de petites clés anglaises qui font le boulot. Évidemment, je vais détruire le joint, hein. C'est normal, je fais un nettoyage complet, mais ça fait partie du job. Hop. Voici la buse avec le joint en cire qui est éclaté. J'enlève le surplus, ce que je peux. De toute façon, le bac à ultrasons va produire un peu de chaleur. Donc ça va de toute façon faire fondre la cire dans l'alcool. Et c'est pas un souci. Hop, au bac. Pareil, cet embout-là, le pré-embout, l'embout qui porte la buse, je vais enlever le téflon, si j'y arrive. Ouais, voilà, parfait. Boum, au bac. Et cette pièce-là, évidemment, le porte-embout final. Au bac, et je vais enlever la valve de contrôle.
parce que c'est pas nécessaire de la balancer dans le bac. Et voilà, hein. Après je balance tout ça là-dedans, sans problème, avec les joints, il n'y a aucun souci. On ferme, je vais mettre un chronomètre, comme ça vous verrez le temps que ça dure. Où est mon chronomètre? Alors est-ce qu'on va bien voir comme ça? Ouais, c'est mieux comme ça. Et j'envoie. Voilà, le premier cycle est terminé. Je vais... le liquide est déjà bien trouble. Je vais retourner la pièce principale. Hop. J'ai sorti mon petit outil pour nettoyer la buse. Et je vais renvoyer un cycle complet. Hop, deuxième cycle terminé. Donc, vous voyez, 6 minutes 30. C'est vraiment pas long. Je vais mettre ça sur le côté. Et on va observer tout de suite le résultat. Hop, j'ai pris une brosse à dents à poil souple au cas où j'aurais encore quelques petits résidus sur les conduits. Bon voilà, c'est impeccable. Hop. Vous voyez, l'aérographe ressort comme neuf. Il n'y a aucune galère. Voilà, ressortir les pièces importantes. Même celle-là, il n'y a même pas de résidus. C'est nickel. Hop. Cet embout, mon aiguille. Impeccable. Et parfaitement poli. Hop, la buse. Alors la buse, on va lui accorder une attention particulière. Je vais prendre mon outil pour vous montrer. Vous prenez la buse par le cul et hop, vous enfoncez le... Vous voyez? Hop, et puis vous tournez. Vous vérifiez s'il y a de la peinture. Il n'y a rien du tout. C'est absolument nickel. Vous faites ça délicatement, hein, pour pas élargir le trou de votre buse. J'ai un petit flocon ridicule. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Mon embout, qui est impeccable aussi. Et c'est fini, hein, il ne reste plus rien. Donc je vais profiter de ça pour nettoyer mes coupelles. Hop. Je ne vais pas relancer de cycle. Mais bon, voilà, après vous laissez sécher ça sur un essuie-tout. Et puis vous remontez votre aérographe. Alors moi je vais devoir évidemment refaire les joints au téflon et le petit joint à la cire d'abeille. Mais après je serai bon pour une bonne semaine d'utilisation sans nettoyage. Aucun problème, hein, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Je crois que je n'ai rien à ajouter là-dessus, les résultats parlent d'eux-mêmes. Je vais passer à la conclusion de la vidéo, voilà. Et nous voici donc à la conclusion de ce guide dossier. Finalement, il y a eu un petit peu de tuto, mais j'espère que, en tout cas, que tout ça vous sera utile
pour vous lancer, hein. Si vous êtes débutant, je pense avoir été le plus complet possible sur les méthodes que moi j'ai employées, ma stratégie, mes méthodes d'utilisation, de nettoyage. Voilà. Quoi dire d'autre? Je vais paraphraser un autre YouTuber anglais qui s'appelle Airbrush Asylum, qui a une bonne petite phrase d'accroche là-dessus pour les débutants. En gros, si vous êtes totalement débutant ou qu'on vous met au volant d'une Formule 1, il y a de fortes chances pour que vous fonciez droit dans le mur. Voilà, j'aime bien cette analogie, elle parle toute seule. C'est un peu le cas avec ces outils-là, qui demandent quand même un temps d'apprentissage, et il vaut mieux faire ses classes sur un objet qui vous aura pas coûté un bras, en gros. Faites vos classes et appropriez-vous vraiment l'objet. N'hésitez pas à donc vous en servir évidemment, hein, à faire votre nettoyage, à bien le démonter, à apprendre comment l'aérographe fonctionne en profondeur. Et avec toutes les petites astuces que je vous ai données, vous devriez quand même pouvoir vous en sortir correctement. Avant de pouvoir vous, éventuellement plus tard vous faire plaisir, comme moi, et vous acheter un modèle plus cher, un modèle plus performant. Donc, en l'occurrence, moi j'ai opté pour celui-là. C'est un patchy, je ne sais absolument pas comment prononcer ce mot. Mais comme vous pouvez le voir, ça fait plusieurs mois que je l'ai et je m'en suis pas servi encore. Il est encore dans sa boîte, voilà, tranquille. Ça viendra quand j'en aurai vraiment le besoin nécessaire. Alors là aussi, ce qui peut être pratique quand on achète ce genre de petits aérographes pas trop chers, c'est que vous pouvez en avoir plusieurs. Donc celui-là, comme on a pu voir tout à l'heure pendant la phase pratique, j'ai un peu galéré sur les éclaircissements du marine, parce que c'est une aiguille d'un calibre un peu plus gros, donc du 0,5. Je m'en sers en général pour des sous-couches, les vernis et les grosses pièces de décor. Voilà. Et l'intérêt d'avoir un deuxième aérographe, comme le jaune qu'on a pu voir aussi dans les premières parties de la vidéo, c'est de lui mettre une aiguille plus fine pour pouvoir alterner, en gros. Avoir un aérographe pour le travail en gros et un aérographe pour le détail. Bon, là, j'aurais dû faire l'inverse, puisque celui-là, c'est mon aérographe de prédilection. Il est tout à fait capable de faire du travail de détail, hein. Bon, c'était pas super propre tout à l'heure, mais c'était pas vraiment le but. Le but était de vous montrer que avec une utilisation correcte et une fiabilisation de l'objet, vous pouvez vous en servir sans problème, hein. Ça fonctionne, ça fera le boulot, et ça vous permettra quand même de prendre du plaisir et de rentrer vraiment dans la pratique. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous pensez avoir des petites infos pertinentes en plus qui m'auraient échappé, ben écoutez, vous avez une section commentaires, donc servez-vous-en s'il vous plaît. Et également, si vous avez des questions, moi je réponds, hein, il n'y a pas de problème. Je vous laisser un commentaire sur YouTube, j'y réponds dans les heures ou les jours qui viennent. Voilà, j'espère encore que tout ce petit dossier vous sera utile et que vous vous lancerez. Voilà, ça fait beaucoup de voilà. Salut à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.